La savane vibrait encore des échos du combat. La poussière flottait dans l'air chaud, et les cris lointains des guerriers victorieux se mêlaient au chant du vent. Au centre de ce paysage marqué par l'effort, venait de s'accomplir quelque chose de nouveau, d'audacieux. L'attaque en tête de buffle, imaginée par un jeune chef dont personne n'aurait pu prédire la destinée. Là, debout, son souffle encore rapide, mais maîtrisé, Shaka observait les traces circulaires laissées par la formation qui avait permis la victoire. Il savait qu'il venait de franchir un seuil. Ce moment allait changer sa vie et la vie de son peuple. Mais pour comprendre comment ce jeune homme en était arrivé là, il fallait remonter bien loin, dans un temps où il n'était rien de plus qu'un enfant rejeté. Shaka était né vers 1787 dans un monde rude, où la survie demandait chaque jour courage, astuce et solidarité. Son enfance fut marquée par le rejet. Beaucoup le considéraient comme un intrus, un enfant sans véritable place, né d'une relation contestée entre sa mère et un chef local. Très jeune, il apprit à marcher seul, à affronter les moqueries et à construire sa force intérieure sans guide autre que l'amour maternel. Sa mère, Nandi, fut la première et la plus essentielle des figures de sa vie. Elle était courageuse, déterminée, refusant de laisser l'avenir de son fils être dicté par l'injustice. Elle portait en elle un feu calme, une force douce, mais indestructible. Elle apprit à Shaka la patience, la persévérance et la dignité. Elle lui répétait « Tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Tu deviendras ce que ton cœur choisit. » L'enfance du garçon fut marquée par les déplacements. Sa mère et lui furent chassés à plusieurs reprises. Ils durent reconstruire leur vie dans plusieurs villages, où Shaka se confrontait à chaque fois à de nouveaux regards suspicieux. Mais dans ces moments difficiles, il observa le monde qui l'entourait avec une intensité rare. Il apprit des buffles l'importance de la cohésion. Il apprit des serpents à saisir le bon moment. Il apprit des oiseaux que l'unité rend les faibles plus forts. Peu à peu, cette observation profonde du vivant construisit en lui une intelligence différente, une intelligence stratégique. Vers l'âge de 12 à 14 ans, Shaka commença à s'entraîner avec les autres garçons dans les activités physiques traditionnelles. Là, il rencontra ceux qui deviendraient les premiers piliers de sa vie d'adulte. Il y avait Mhlangana, vif, loyal, parfois trop impulsif, mais doté d'un courage indéniable. Il y avait Dingan, plus calculateur, souvent silencieux, observateur comme Shaka, mais animé par des ambitions floues et complexes. Et il y avait Mbofa, plus âgé, un intermédiaire avisé, qui devint rapidement une sorte de mentor informel pour le jeune garçon. Ces personnages réels allaient marquer profondément son histoire future. Shaka comprit vite que la place qui lui était refusée, il devrait la conquérir par sa propre valeur. Il développa une endurance exceptionnelle, apprit à courir de longues distances sans se fatiguer, à lancer des armes, à anticiper les mouvements de groupe. Mais ce qui impressionnait le plus les adultes n'était pas sa force physique, mais sa réflexion. Tandis que les autres enfants se contentaient d'appliquer ce qu'on leur disait, lui cherchait à comprendre pourquoi. Pourquoi une lance longue plutôt qu'une courte? Pourquoi disperser un groupe alors qu'une formation serrée semblait plus sûre? Pourquoi se contenter de traditions anciennes quand la réalité changeait constamment? Son adolescence fut un apprentissage permanent. Il devint agile, rapide, concentré, passionné par l'idée de protéger, d'organiser, de comprendre la logique des actions humaines. Sa mère, toujours à ses côtés, l'encourageait à penser par lui-même.
Elle savait que son fils possédait une étincelle rare. Et pourtant, même avec ses progrès, Shaka restait un outsider. Mais le destin s'apprêtait à lui offrir l'une de ses plus grandes opportunités. Vers 1802, alors qu'il devenait un jeune adulte, Shaka fut intégré dans une unité militaire dirigée par le clan Mtetwa, l'une des forces majeures de la région. Il y fit la connaissance d'un personnage central de son histoire, Dingis Wayo, le chef éclairé et visionnaire des Mtetwa. Dingis Wayo était différent des autres chefs. Il croyait en l'intelligence, en la formation, en la loyauté. Il remarqua très vite l'originalité et la créativité du jeune Shaka. Là où d'autres voyaient un garçon étrange, Dingis Wayo voyait un esprit innovateur, capable d'imaginer une nouvelle manière d'organiser les forces. Il devint rapidement un mentor pour Shaka, lui offrant non seulement un cadre stable, mais aussi la reconnaissance que le jeune homme n'avait jamais eue auparavant. Au sein de cette armée, Shaka rencontra aussi des compagnons importants. Il y avait Ngoman, un officier expérimenté, exigeant mais juste, qui enseigna à Shaka les bases de la discipline militaire. Il y avait également Dudu, une combattante remarquable chargée de surveiller la logistique des camps, dont les conseils pratiques s'avérèrent précieux pour Shaka. Et il y avait Umzi Likazi, un jeune guerrier au talent brut, puissant, qui devint l'un des plus proches collaborateurs de Shaka avant de fonder plus tard son propre royaume. Ces rencontres forgèrent son caractère et élargirent sa vision. Il comprit la valeur de l'autorité juste, de la stratégie collective, de la solidarité dans le danger. C'est durant ces années que Shaka développa ses idées les plus révolutionnaires. Il observa les limites des lances longues traditionnelles, peu efficaces au corps à corps. Il proposa de les raccourcir pour créer l'Ikloa, une arme plus maniable, plus précise, pensée pour l'efficacité immédiate. Il renforça la discipline physique, entraînement intensif, marche rapide, synchronisation des mouvements, concentration mentale. Mais surtout, c'est là qu'il imagina en profondeur la formation qui deviendrait légendaire, l'attaque en tête de buffle. Il se souvenait des troupeaux qu'il observait enfant, leur manière de se protéger ensemble, de se refermer autour d'une menace, d'utiliser la force du groupe plutôt que la puissance individuelle. Il imagina une formation composée d'un centre solide, la poitrine, avançant directement vers l'adversaire, tandis que deux flancs rapides, les cornes, contournaient l'ennemi pour l'encercler. Une troisième ligne, les reins, restait en réserve, prête à intervenir au besoin. Lorsque Shaka proposa cela à Dingis Wayo, celui-ci comprit immédiatement l'importance de cette innovation. Il lui donna la possibilité de la tester. Lors de leur première bataille, la formation surprit totalement les adversaires. Les groupes coordonnés avançaient avec une précision jamais vue. Les ennemis, enveloppés par les flancs, perdaient rapidement leurs repères. Le succès de la tactique fit rapidement de Shaka l'un des guerriers les plus respectés du clan. Mais la vie n'était pas faite que de victoires. En 1817, Dingis Wayo fut capturé et exécuté par le chef rival Zouaïd. Ce fut l'un des moments les plus sombres de la vie de Shaka. Il venait de perdre non seulement un chef, mais un mentor, un guide, presque un père. Plutôt que d'être brisé, il transforma ce chagrin en détermination. Quand les Mtetwa cherchèrent un successeur, le talent exceptionnel de Shaka s'imposa. Il prit la tête de son groupe. Peu après, il revint auprès de son peuple d'origine, les Zulus, où son père biologique, Tsenzanga Kona, chef auparavant, était décédé depuis 1816. Shaka devint chef à son tour, aidé par ses alliés,
et par son intelligence stratégique. Dès lors, il entreprit une transformation profonde de son peuple, réorganisation militaire, formation nouvelle, discipline exigeante, unification de petits clans pour former une structure solide. C'est dans cette période que naquirent les innovations qui allaient propulser le royaume zoulou à une puissance sans précédent. Et pendant qu'il bâtissait un avenir pour son peuple, il n'oubliait jamais les leçons de son enfance, ni les valeurs transmises par Nandi, toujours présentes à ses côtés jusqu'à sa mort en 1827. Sa perte fut pour lui un choc terrible. Mais là encore, sa résilience l'aida à continuer d'avancer. La route qui allait mener Shaka vers sa plus grande victoire, celle représentée dans le Flash Forward, était désormais tracée. À partir de 1818, Shaka mena son peuple vers une ère nouvelle. Il unifia de nombreux clans, réforma la structure sociale, encouragea une discipline collective et donna naissance à ce qui allait devenir l'un des royaumes les plus influents de toute l'Afrique australe. Son sens stratégique, déjà remarquable, atteignit un niveau jamais vu. L'attaque en tête de buffle devint sa signature, utilisée dans de nombreuses batailles pour protéger son peuple contre les invasions et pour stabiliser la région. Les personnages qui l'entouraient jouaient tous un rôle important dans cette histoire. Mlangana et Dingaan, ses demi-frères, étaient à la fois ses alliés et des sources potentielles de tension, car ils nourrissaient leurs propres ambitions. Umzilikazi, brillamment doué, dirigeait parfois certaines unités et apprenait beaucoup de Shaka avant de suivre son propre chemin. Mbofa, conseiller prudent, connaissait les nuances politiques et les dangers invisibles. Shaka bâtit une structure puissante, mais jamais pour son seul prestige. Son objectif était clair: renforcer la sécurité, éviter les destructions inutiles, créer une unité durable dans un monde profondément instable. Il tenta même d'établir des relations paisibles avec les premiers Européens qu'il rencontra, comme les voyageurs envoyés par le capitaine britannique Farewell vers 1824. Il accueillit ces contacts avec curiosité, cherchant à comprendre plutôt qu'à rejeter. Il valorisait l'innovation, l'adaptabilité, l'intelligence collective. Les enfants apprenaient à coopérer, à courir, à se soutenir, à penser vite. Les adultes apprenaient à anticiper, à réfléchir, à protéger. Son peuple vivait dans une dynamique nouvelle, où l'unité était la force principale. Mais comme souvent dans l'histoire, les plus grands leaders attirent aussi les plus grands dangers. Les tensions internes grandissaient. Les ambitions personnelles de certains proches s'accentuaient. Shaka, affaibli par la mort de sa mère, devint plus fragile émotionnellement. C'est finalement en 1828, lors d'un complot dirigé par Mlangana, Dingaan et Mbofa, qu'il fut assassiné. Sa mort fut brutale, mais son héritage immense, car ce que Shaka avait construit ne s'éteignit pas avec lui. Son organisation militaire influença profondément l'histoire de l'Afrique australe. Sa manière d'unifier des peuples dispersés inspira des générations futures. Son intelligence stratégique est encore étudiée aujourd'hui dans le monde entier, et plus encore que les batailles ou les victoires, ce sont les valeurs au cœur de son parcours qui demeurent. La résilience face à l'adversité, l'innovation face aux traditions immuables, la solidarité face aux menaces, et la conviction qu'un individu, même issu d'une enfance difficile, peut changer le destin de milliers de personnes. Cette histoire est inspirée par la vie de Shaka Zulu, né vers 1787 et mort en 1828.
Il fut un stratège militaire exceptionnel, un réformateur puissant et un unificateur visionnaire. Son apport à l'humanité réside dans son génie organisationnel, son sens de l'innovation et les valeurs universelles qu'il incarne. Courage, discipline, créativité, solidarité et résilience. Eh bien les amis, si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage et surtout abonne-toi. Oui, abonne-toi pour ne pas rater notre prochaine histoire.